Juste Marny, la panthère noire, a commis cette nuit des crimes d'une rare violence. Toutes les forces de police et de gendarmerie sont à ses trousses. Martiniquais, protégez-vous. Rentrez chez vous avant la nuit. La panthère noire rôde. L'affaire Marny, c'est une affaire qui a beaucoup marqué la Martinique. On ne pouvait pas ouvrir un journal télévisé sans en parler. C'est une très étrange affaire. Je ne connaîtrai le secret que dans l'autre monde. Il se venge en réalité en les tuant. C'est lui qui a tiré sur mon mari. Mais ce n'était pas mon mari qu'il voulait. Autant maintenant je dis que c'est un criminel, à l'époque, même s'il avait tué 50 personnes, même s'il avait tué des policiers, pour moi il est en train de faire des choses que je vois peut-être aimer faire. On passait des nuits à le traquer. Tous les gens du quartier ont entendu un certain soir des coups de feu, quoi. C'est pas monnaie courante, quoi. On n'est pas sur un champ de bataille ici. Je suis chez moi, un jour, chez moi, à mon domicile, on me dit Marny a été abattu. Et puis quand on a su qu'il a pris perpète, de mémoire, je crois que là, tout le monde a été soufflé, quoi. Marny est né en 1943 à Fort-de-France. Il est le second enfant d'une famille de 5. L'histoire de Marny reste encore assez mystérieux. Il est aujourd'hui le plus vieux prisonnier de France et peut-être même de vous. Le comité Libéré Marny ne ménage pas ses efforts. Il tente d'obtenir le maximum de signatures à travers une pétition, mais aussi en lançant un appel à la solidarité martiniquaise. Cette semaine, la Cour d'appel de Fort-de-France s'est opposée à la venue d'experts en Martinique pour l'examen du plus ancien détenu de France. Le comité de soutien a organisé une marche silencieuse à travers les rues Foyalaises pour mobiliser encore la population. Marny a dû déjà payer pour la société. Il a payé pour ce qu'il a fait. 45 ans, c'est vraiment trop long. L'affaire Marny, il faut la situer, disons, dans les années 60. Dans des années où la Martinique subit une forte répression parce qu'il y a des militants qui sont fortement organisés et qui contestent cette présence française. Cette époque coloniale est profondément présente dans les blessures qui aujourd'hui encore apparaissent, les blessures raciales, les blessures liées à l'histoire. C'est la fermeture des usines. C'est une population venant des communes, de toutes les communes du pays, du territoire, qui vont vers Fort-de-France. Mais Fort-de-France n'a pas les capacités d'accueillir, avec des services sociaux, c'est petit à petit que la municipalité essaie d'intégrer les populations qui s'accrochent à elle. Et donc ces gens sont dans un désarroi social, ils sont dans un à peu près, disons. Je pense que la situation de Marny, elle est vraiment représentative de ça. C'est la période où se développe ce qu'on appelle bidonville, les quartiers populaires, ce qu'il y a toute une population de jeunes dans ces quartiers, de jeunes en situation de rébellion, de jeunes qui n'ont pas de métier, où il y a un chômage très fort. La période que beaucoup n'ont pas connue, où on laissait les voitures ouvertes, avec les objets dedans, vitres ouvertes, et où il ne se passait rien, cette période-là était en train de s'achever. Et Marny a été une espèce de précurseur assez fâcheux, mais enfin c'est comme ça, pour ces affaires-là. Cette histoire extraordinaire commence à l'aube des années 60. Ces années où l'automobile est importée par cargos entiers sur l'île de la Martinique.
Pierre-Juste Marny achève son adolescence dans un quartier populaire de Fort-de-France. Il est élevé avec ses frères et sœurs dans des conditions extrêmement modestes. Pierre-Juste n'est pas allé au-delà de la classe de primaire. Il quitte l'école très tôt et passe sa vie de jeune homme à faire des petits boulots et à pratiquer son activité favorite, la pêche sous-marine. Toutes les étagères de la petite garçonnière qu'il occupait près de la maison familiale regorgent de cannes à pêche, de masques de plongée et autres précieux objets, indispensables si l'on veut obtenir un butin digne d'un grand pêcheur. Mais Pierre-Juste Marny ne trouve pas son compte dans cette vie de sauvageon. Les magasins de Fort-de-France ouvrent les uns après les autres. Une nouvelle distraction occupe alors les esprits des jeunes Martiniquais, la mode. Pierre-Juste Marny rêve d'élégance. Il veut devenir quelqu'un, mais il doit surmonter un obstacle de taille. Ses poches sont vides. Sans argent, ce tout jeune homme fort, intrépide et déterminé, se distingue alors par le trafic de pièces de voiture. Il travaille pour le compte d'une petite bande organisée qui a fait de lui le complice idéal, autant de par sa force que par sa détermination. Pierre-Juste Marny découvre l'argent facile. Avec ses complices, il vole des pneus, des pièces de voiture. Mais très rapidement, la bande Guerre Prudente est arrêtée au début de l'année 1963. Pierre-Juste Marny va alors passer un contrat avec ses complices, un contrat qui le conduira droit en enfer. Quand il a arrêté, lui, il a accepté de prendre pour tout le monde. Donc, si vous voulez, mener un petit peu sur un registre d'homme d'honneur, il accepte de payer pour les autres. Quasiment tout le monde a été condamné à sursis et lui a été foutu en tôle. Voilà le premier problème de Marny. Bien entendu, il espère à la sortie que les autres vont lui restituer son dû. Et quand il sort, les choses ne se passent pas comme il l'aurait souhaité. Le matin du 27 septembre 1965, Pierre-Juste Marny somme une dernière fois ses anciens complices de le payer, mais en vain. À 19 h, il prend un taxi qui l'amène à proximité de la Pointe des Nègres, blesse le chauffeur et s'empare du véhicule pour se rendre à la maison familiale de son ancien complice. C'est précisément ce soir-là, pour la première fois, que Pierre-Juste Marny va revêtir sa parure de fauve. Marny débarque. Il ne fait ni une ni deux. À travers les jalousies, il tire. La dame, propriétaire de la villa, s'enfuit. Elle s'engouffre dans le couloir. Et vous connaissez l'architecture à la Martinique de ces maisons basses. Sur le couloir s'ouvrent des pièces. Et il tire dans chaque pièce. Je n'ai rien vu, on a entendu les coups de feu, mais j'ai eu l'impression qu'au premier coup de feu, j'ai été blessée. Chaque fois que je respirais, il y avait un jet de sang qui sortait parce que j'étais atteint au poumon et au foie. Finalement, je me suis assise à terre. Et au moment où j'étais assise à terre, j'ai mon fils qui est venu en pleurant vers moi. Et quand il est venu, je l'ai pris, je l'ai mis entre mes jambes. Et nous sommes restés assis longtemps jusqu'à ce que les secours arrivent. La panthère noire laisse derrière elle cette femme innocente au sol, près de son petit garçon. Quant à son bébé qui dort dans la pièce voisine, personne ne l'entend pleurer. Dans sa folie meurtrière, la panthère noire est décidée à abattre tous ceux qui l'ont trahi. Les pneus de la voiture crissent sur le bitume encore brûlant. Soudain, l'un d'eux éclate. Il faut trouver une voiture. Dans la nuit noire, un véhicule approche, piloté par Monsieur Sylvestre. Ce pilote n'aurait pas dû insister, il aurait dû tout de suite descendre. Il va saisir le fusil. D'après ce que me dit Marny, je pense que personne ne s'attendait à ce que ça parte. Il a tiré. Les plombs emportent la mâchoire du pauvre homme. La panthère noire l'abandonne au bord de la route et file en direction du domicile d'un autre complice. L'expédition punitive n'est pas terminée. Et une fois de plus, ce sont des innocents qui vont payer. Il avait également cet autre ami, Henri, et il vient pareillement pour l'exécuter. En fait, il va tirer à travers une porte, alors que la porte plutôt s'entrebâille. Il va tirer et il va blesser une vieille parente de ce jeune homme. Sort à ce moment de la maison le frère d'Henri et il tire en se trompant cette fois de cible, puisque ce n'était que son frère qui, heureusement, n'a été que blessé. À ce moment-là, on l'a vu, enfin, je pense qu'il s'est éloigné en traversant la rivière et on a entendu encore quelques coups de feu dans le lointain. La panthère noire est déjà à court de munitions. Et si elle veut enfin mettre la main sur ses complices, elle doit retourner chez elle se ravitailler.
Les forces de l'ordre en embuscade l'attendent sur place. La panthère noire blesse un gendarme et s'enfuit dans l'obscurité, échappant miraculeusement aux tirs nourris des hommes lancés à sa poursuite. Quelques heures plus tard, dans un autre quartier de Fort-de-France, accompagné d'une femme, arrive M. Malidor. Marny croit reconnaître alors un de ses complices. C'était un transporteur du Morne Rouge qui n'avait rien à voir avec cette histoire. Cet homme prend la décharge et il meurt. On s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce garçon? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis on s'est mis à attendre la suite des événements comme tout le monde. C'est-à-dire, qui va l'arrêter? Sitôt prévenu, entre 1h et 2h du matin, les gendarmes sont là, toujours. On se rend compte que les faits viennent de se produire. On entre, on photographie de partout et on voit le cadavre. L'enfant, c'est quelque chose de vraiment insupportable. Bon, en tout cas, j'étais frappé d'insomnie. Lorsque les faits délictueux, alors réels, ont été portés à ma connaissance dans leurs détails, là, c'était l'étonnement complet et l'émotion, ça, il faut bien le dire. Hein. Il n'y a personne non normalement constitué qui reste sans réagir devant des morts. Lui pense, Pierre-Juste Marny, avoir abattu tous ses complices. Il faut admettre qu'il n'a tué que des innocents. Tous les autres sont vivants. C'est d'ailleurs ceux qui sont concernés, ceux au moins qui étaient ses potes, sont tous vivants. Tous les autres ont été que des innocents. Il n'a jamais refusé de se reconnaître coupable des choses les plus détestables. Sauf l'enfant. C'est le seul cas où il m'a dit « je regrette », mais tout de suite. Je regrette, je ne savais pas qu'il y avait un enfant là. On ne me raconte pas d'histoire, l'enfant était un enfant qui se voyait. C'est marqué dans tous les journaux, j'ai plus rien. J'ai plus rien, c'était pas... Hein? C'est pas une ombre qu'il a vue, c'est un enfant. De même, lorsqu'il tire sur M. Malidor, il va pas me dire qu'il n'a pas vu M. Malidor. Alors la rumeur dit, il l'a pris pour un autre. Je l'ai vu pleurer, vraiment, discrètement, mais réellement, quand je lui ai annoncé qu'il y avait sur France Antilles la photo de la veuve de Malidor. Je n'avais jamais vu ni pleurer, ni émettre de regret. Et là, il a pleuré et il a dit, là, je suis redevable de quelque chose. Je dormais toujours, hein. Il était peut-être 5 heures du matin quand elle est venue me dire qu'on a blessé mon mari. Mais ce n'était pas vrai. Ce n'est pas blessé qu'on avait blessé. On l'avait tué. Marny, c'est lui qui a tiré sur mon mari. Mais ce n'était pas mon mari qu'il voulait. C'était Badian, un nommé Badian. Mais à chaque fois qu'il pense à ça, il pleure. Il a dit qu'il n'avait rien avec M. René Malidor. Je crois que mon heure n'était pas venue. J'ai refait surface. Mais le plus dur reste derrière. C'est que mon fils, que je croyais qui était vivant, était mort. Et pour me le faire savoir, il y a quelqu'un qui a découpé la photo de l'enfant mort sur le France Antilles et me l'a envoyé à l'hôpital. Ce jour-là, je ne suis pas morte. C'est vraiment, monsieur, je vous dis, c'est parce que l'heure n'était pas arrivée. Pierre-Juste Marny devient l'homme le plus recherché de l'île. Il a déjà fait 3 innocentes victimes. Patrick Badian, un bébé de 2 ans, M. Malidor
Et maintenant, Monsieur Sylvestre, qui vient de succomber suite à cette rafale de plomb reçue 2 jours plus tôt dans la mâchoire. Les forces de police et de gendarmerie sont mobilisées. La Panthère Noire n'a pas réussi à tuer ses anciens complices. La Panthère Noire va récidiver. Elle doit être retrouvée à n'importe quel prix. Tout le monde essayait de savoir où il était, où il se trouvait, est-ce qu'on l'avait arrêté ou pas arrêté. Donc, c'était le feuilleton quotidien de la Martinique. Mais tout le monde avait peur de Marny. Il ne faisait aucun cadeau à qui que ce soit. Quand il avait faim, il fallait qu'il mange, il allait n'importe où. Tantôt à Balactin, un peu partout, on le signalait. Il connaît sans aucun doute des tas de zones des environs et de Fort-de-France où on peut tranquillement se cacher. Même un gendarme ne peut pas descendre dans certaines ravines. Les forces de gendarmerie, il y en avait plus que de population au mètre carré, quoi. Donc ça a été une période assez difficile pour tout le monde parce qu'on a vécu dans un environnement de gendarmes, quoi. On passait des nuits à le traquer. Mais il n'était pas saisissable facilement. Je pense qu'il avait des complices. Et les gendarmes se sont développés, avec l'aide d'un hélicoptère d'ailleurs, se sont dispersés. On n'a rien trouvé. C'est un fauve, hein. Il se déplace avec facilité. Il hume, il sent bien là où est le danger, là où il peut passer, ce qui lui est interdit. Et c'est ainsi qu'il a pu échapper aux recherches des gendarmes. Et avec la cavale va commencer la légende. C'était une sorte de loup-garou qui, la nuit, faisait peur aux gens. La période pendant laquelle on l'a cherché, elle était extraordinaire au point de vue psychologie collective. On a oublié ça complètement maintenant, mais c'était la grande terreur. Tout le monde voyait Marny partout. Ceux qui ont véritablement connu cette période de septembre-octobre 1965 ont été vraiment terrorisés par Marny. On racontait tout sur Marny. On disait que Marny avait tous les pouvoirs, Marny était un sorcier, Marny marchait sur l'eau, Marny pouvait rentrer dans une maison fermée. Dans la jungle urbaine de Fort-de-France, la silhouette de la Panthère Noire peut surgir à chaque heure de la journée. Les filets des forces de l'ordre se resserrent autour des quartiers populaires, mais la Panthère Noire est introuvable. Elle se cache là où personne ne peut l'imaginer. Elle profite de l'absence de riches bourgeois partis en France métropolitaine pour s'installer dans leur villa. Un mercredi matin, Marny est surpris par la servante venue faire le ménage. Il s'enfuit, vole une voiture et fonce en direction de Schœlcher. Les forces de gendarmerie arrivent. Il faut être loin avant qu'il ne soit trop tard. Pierre Juste Marny avait peur d'un jour de la semaine, c'était le mercredi. Bien, je pense que c'était son jour de malchance. Il devait être 15h30, j'ai décidé d'aller faire un tour. Et bizarrement, j'ai pris la direction de Saint-Joseph. Une jeep de la gendarmerie me précédait. Et bien, comme ils discutaient, ils allaient doucement, j'attendais pour doubler. Peu après l'entrée de Ravine-Villonne, une voiture qui venait en sens inverse tombe dans le canal assez profond. Et quand il est tombé, les gendarmes passaient juste au moment et moi derrière. J'ai reconnu Marny. Je leur ai dit, attention, c'est Marny. Il va vous tirer dessus. Finalement, j'ai dit, couvrez-moi. Couvrez-moi, ne le laissez pas bouger. Je vais le désarmer. Alors c'est là que j'ai enlevé le fusil. Et puis je leur ai donné, j'ai dit, attendez, je vais chercher du renfort. Je descendais la route de Redoute et brusquement j'ai vu des gendarmes qui couraient. J'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Étant photographe, je me dis toujours il y a des choses à faire, à surprendre. Et j'ai pris mon appareil, j'ai regardé, j'ai vu, il tenait un prisonnier. Alors j'ai tiré des photos. On dirait qu'il n'a même pas cherché à se débattre. Dans sa bravoure, quoi, il était calme. Eh oui, eh oui. Il avait même le sourire. On dirait de soulagement. On dirait qu'il était fatigué de se voir courir comme ça. Pierre Juste Marny est arrêté dans la banlieue de Fort-de-France. La nouvelle va très vite et les journalistes l'attendent devant le commissariat du centre-ville. La Panthère Noire a une déclaration à faire, une déclaration écrite sous la forme d'un testament. Je suis prêt
d'un collègue qui travaillait à France Entier à l'époque. Marny lui donne le testament et ce collègue me le remet. Et dans le testament qu'il m'a remis, il est porté ceci. Moi, Pierre Juste Marny, surnommé la Panthère Noire, j'ai passé ma vie à faire des choses pour Madame un tel et Monsieur un tel. J'ai fait de la prison pour eux. Ils ne m'ont jamais payé. Ce soir, je me venge ou je meurs. À travers cette lettre adressée à la population martiniquaise, les raisons qui ont poussé Marny à commettre ces crimes touchent l'opinion publique. Il a voulu se venger, des innocents ont payé, mais son honneur est sauf. Interrogé par les gendarmes, la Panthère Noire s'explique. À l'extérieur, sous les fenêtres de la gendarmerie, un bruit sourd gronde. Pierre Juste Marny ne s'y attend pas. Il va recevoir une réponse à sa lettre, une réponse inattendue. La foule qui se trouvait autour de la gendarmerie prouve en tout cas en quelle estime elle tient ce bandit. Pour lui, c'est un gars qui a voulu sauver son honneur, qu'il a réglé certes de façon très sanglante, mais qui voulait faire respecter un accord. À partir de là, l'affaire Marny, pour nous tous, c'est une affaire terminée. La Panthère Noire est enfermée au 118 à Fort-de-France, une prison sortie d'une autre époque. Un lieu sordide dans lequel le fauve ne va pas avoir de mal à se faire respecter. Il suscite de l'admiration parmi tous les prisonniers, y compris de la part de certains gardiens. La Panthère Noire tourne en rond. Tous les complices qui l'ont trahi et déshonoré sont vivants. La date de son procès est proche. La Panthère Noire risque sa tête. La Panthère Noire ne peut pas mourir en laissant derrière elle un travail inachevé. Un mois après, j'apprends que Marny s'est évadé. Personne n'imaginait ça possible. Même dans cette prison qui était une horreur sans nom. Un collègue vient me chercher rapidement. C'était un dimanche. Je me rends donc à la gendarmerie et on me raconte que Pierre Juste Marny a mis à profit la promenade qu'il faisait avec son gardien pour donner comme prétexte, lui permettant de remonter dans sa cellule, un oubli. Il laisse le gardien, il monte. À l'époque, quasiment contre le mur de la prison, se trouve la caserne des pompiers et son toit. Il suffit de monter au-dessus du toit de la prison, un étage et demi plus haut, et de sauter chez les pompiers, sur le toit. Mais pour cela, faut-il encore que les pompiers ne soient pas là. Il suffisait qu'il y ait un incendie au moment où tu veux t'évader. S'il y a un incendie, il n'y a plus un seul pompier, tu sautes. Il attrape le toit. Un rétablissement, c'est costaud. Il est sur le toit. Il circule, il va, il débarque sur l'avenue du Général de Gaulle, la levée. C'est un dimanche après-midi, il n'y a personne. Il est tombé dans la rue et il a vu un taxi, il est entré, il dit « Menez-moi à Tivoli ». Le gars l'emmène à Tivoli, qui est un quartier de Fort-de-France, évidemment. Marny lui dit « Je ne pourrai pas te payer, mais c'est moi, Pierre Juste Marny ». Le taximan aurait pu faire une attaque, il a eu très peur. Et il me dit, je lui dis, je suis Marny, le type tombe évanoui. Le type est tombé évanoui. C'était des choses comme ça. Ce dimanche 10 octobre 1965 restera à jamais gravé dans la mémoire de chacun des complices de Marny. L'un d'eux, terrorisé, ira jusqu'à sauter dans le premier avion pour Paris. La Panthère Noire est à nouveau en liberté. On s'attend à ce qu'elle frappe à nouveau. La télévision, la radio et la presse mettent en garde toute personne qui aiderait Marny dans sa cavale. Les autorités ont bien conscience que la Panthère Noire est aidée. On procède à des arrestations. Des gardiens de prison sont soupçonnés d'avoir facilité l'évasion. La Martinique est sous haute surveillance. Un climat de terreur s'installe sur l'île. Le message était de faire son devoir, de faire très attention, que cet homme est dangereux. Toute personne qui lui donnerait refuge serait considérée comme complice criminel. Il y a une rumeur qui circule que ce jeune homme qui s'est évadé de la prison, qui est recherché, c'est quelqu'un
qui s'est vengé comme un héros dans la tête des gens. Il se venge en réalité en les tuant. Certains applaudissent. Bravo, ce pauvre jeune homme qu'on avait manipulé, à qui on doit de l'argent et qu'on ne paye pas alors que c'est lui qui fait la prison à leur place. Quel héros! Marny, c'est quelqu'un que certains ont fabriqué dans leur tête une victime. Et la victime a pris le pas sur le criminel pour beaucoup de personnes pendant très longtemps. Marny prenait une importance de plus en plus grande. Il devenait un symbole aux yeux de la jeunesse. Chose dont il va bénéficier comme par hasard, car ce n'était pas prévu, à travers le journal France Antille, qui va l'ériger en héros sous une appellation merveilleuse et cinématographique, La Panthère Noire. Nous sommes à Hollywood. Évidemment, je voyais les photos, je voyais que c'est un jeune homme, apparemment agité. Il a ce physique de tête brûlée. Il est un personnage qui affronte. Donc c'est l'image qu'il donne et c'est une image qui est vraiment percutante. J'ai eu l'impression qu'il y avait une masse de gens qui avaient peur et qu'au fur et à mesure que ça se déroulait, il y avait des gens qui commençaient à réagir dans le sens du plus faible, d'aider le plus faible contre le plus fort. C'est de bonne guerre du côté des institutions et c'était de bonne guerre du côté de tous ceux qui lui donnaient malgré tout asile, de parce qu'on avait peur aussi, pour certains. Hein. Lui dire non était risquer peut-être sa peau. Hein. Partout, on ne parle que de Marny. Et je m'en suis rendu compte déjà dans mon entourage, dans les rues que je fréquentais et tout ça. Et pour moi, j'ai été captivée par l'événement social. Jamais la Martinique n'a été le théâtre d'une telle chasse à l'homme. Des barrages sont dressés, maisons, ravines, plages, forêts, tous les recoins de l'île sont fouillés. La tension monte. Chaque policier, chaque gendarme sait que la Panthère Noire s'est de nouveau armée et qu'elle n'hésitera pas à éliminer tous ceux qui oseront se mettre sur sa route. Ils étaient dans une situation nouvelle, de quelqu'un qui était déterminé, qui n'avait aucune peur de lui, mais aucune. D'ailleurs, Marny n'a jamais eu peur de personne. On a tous peur qu'on soit gendarme ou chose. Il y en a qui ont peur. J'ai vu des policiers avoir très peur. On voyait très bien la différence entre les brigades qui étaient commandées par, j'allais presque dire, un vrai chef, c'est-à-dire un type qui n'avait pas peur, et puis les brigades qui étaient commandées par des gens qui étaient un peu craintifs. Certains soirs, des coups de feu tirés par erreur, par un gendarme fatigué qui croit entendre un bruit parce qu'il allait revenir peut-être vers la maison familiale et commettre l'erreur qui m'aurait permis de l'interpeller. Je suis allé un jour, par amitié, saluer ses parents chez lui. Mais j'ignorais complètement que dans le bosquet, dans un bosquet, à l'entrée, il y avait 2 gendarmes avec une arme que j'ai entendu armée. Quand je suis entré, j'ai dit bon, là j'ai compris. Je suis entré, j'ai dit oui, je vois. Il n'y a pas eu de problème, je suis ressorti, mais on le cherchait, on le surveillait. Et donc là, il serait revenu chez lui, son compte était bon. J'imagine difficilement Marny tout seul, sans complicité, sans aide, avec tout le déploiement de forces de l'ordre qui étaient à sa recherche. Au niveau de Rivotte, ma mère a une boutique. Et à au moins 3 reprises, Marny est venu dans la boutique de ma mère et je lui ai vendu des boîtes de fromage, je m'en souviens, des boîtes de fromage de la vache qui rit. Je le vois encore, vous avez vu. Et ça fait un moment, hein. Je le vois encore, il demande une boîte de fromage, il tire dans sa poche, il paye, et il s'en va, il le met dans sa gibecière, et il remonte. Et les gens qui jouent au domino disent, c'est lui, on ne s'occupe pas de lui. Il vient, il achète, il repart. Il avait un jean, il avait une chemise à manches longues. Il venait, donc on aurait pu l'attraper, on aurait pu appeler pendant qu'il achète. Non, pourquoi? Parce qu'il est dans un quartier populaire. Il y a une dame qui m'a appelé ici chez moi en me disant, voilà, midi, elle me dit, je vous appelle, parce que j'ai jamais dit ça à personne. Marny, dans la période de fuite, là, est passé, il m'a dit, donne-moi un café. Elle est allée chercher le café, elle lui a donné. Et quand elle lui a donné, elle a dit, je suis Marny. On avait, bon, n'ayons pas peur de lui, on avait une certaine admiration pour lui. Indépendamment de tout ce qu'il a pu faire, mais on avait une certaine admiration pour lui parce que il était celui qui
faisaient face aux forces de l'ordre qui, à la limite, les tournaient en bourrique, quoi. Le gendarme, c'est un blanc. Le gendarme, c'est un métropolitain. Le gendarme, c'est l'autorité. Et à partir du moment où vous tenez tête à l'autorité, eh bien, vous faites figure de héros. Tout le monde a en tête un aigle marron qui échappait des fers du blanc. Donc, cette transition entre l'histoire et l'événement Marny est tout à fait naturelle. Malgré une présence exceptionnelle des forces de l'ordre, aucun gendarme ni policier ne virent Marny au cours des jours qui suivirent son évasion. En revanche, un grand nombre de Martiniquais encore vivants aujourd'hui se souviennent de l'avoir vu, de l'avoir croisé et même hébergé. La Panthère Noire se trouve là où les forces de l'ordre n'osent pas aller, au cœur de la ville, dans le quartier populaire de Sainte-Thérèse. Marny le maudit circule telle une ombre furtive, le temps d'un échange, un peu d'argent, un morceau de pain. L'homme animal apparaît aussi vite qu'il disparaît. Marny, dans sa cavale, se méfiait de moins en moins, quoi. Il s'exhibait sur les théâtres, quoi, brutalement et brusquement, et je pense qu'il l'a fait une fois de trop. Ce mercredi 21 octobre 1965, en plein après-midi, sans le savoir, la Panthère Noire fait sa dernière apparition sur le théâtre du quartier populaire de Sainte-Thérèse. Un gardien de prison, un homme qui connaît la Panthère Noire, descend le boulevard en direction de Fort-de-France. C'est la fin de l'après-midi. L'homme est pressé. Il s'apprête à prendre son service. Le gardien de prison voit Marny et qui, au lieu de descendre, prendre son poste à Fort-de-France, va à la gendarmerie informer les gendarmes que Marny est à Sainte-Thérèse. Les gendarmes de Sainte-Thérèse sont prévenus, ils arrivent. Ils débarquent et c'est là que tout va commencer et tout va se terminer. Je sors du lycée, je descends du bus, je croise un monsieur, un métropolitain. Mais enfin, je ne lui accorde pas beaucoup d'importance. Hein. Bon, c'est un monsieur que je croise. J'ai traversé déjà la route. Et je m'apprête à prendre la ruelle du Petit Passage. Mes parents habitent 50 mètres plus haut. Et à ce moment, j'entends une série de détonations. Je suis chez moi, un jour, chez moi, à mon domicile, on me dit Marny a été abattu. Ah, je dis ça, c'est curieux quand même. Et oui, il était appuyé à un pylône téléphonique, pas électrique. Et les gendarmes sont arrivés, ils ont tiré dessus. On a tiré sur la Panthère Noire 3 balles qui lui ont perforé l'abdomen. L'information fait le tour de la ville. Les Martiniquais se rassemblent par centaines. La rumeur, annonçant que la panthère a été froidement abattue, se répand aux 4 coins de l'île. On fait venir tout de suite une ambulance. Il est embarqué. Et à ce moment-là, les gens, comme il y a beaucoup de monde déjà dans la rue, parce qu'il s'est passé quand même un bon quart d'heure, 20 minutes, les gens commencent à pousser la voiture. Le chauffeur arrive tant bien que mal à se défaire de cette masse qui s'agrippe à la voiture et il file vers Clarac. Le problème, ce n'est pas l'arrestation de Marny, c'est les conditions dans lesquelles il a arrêté. Mais quand les gendarmes arrivent, les gendarmes bousculent du monde. Il faut voir les années 60, cet affrontement que vous avez en permanence avec les forces de l'ordre et la population. Il y a une foule énorme. On sent l'hostilité croître. Les militants communistes qui, à l'époque, sont des gens très actifs. Tout de suite, quand ils apprennent ça, ils mobilisent leurs propres militants. On va se retrouver dans une situation d'émeute. C'était la première fois que je voyais comme ça un quartier littéralement en insurrection. Il y a eu des passages de violence parce qu'il y a eu des CRS. Ça, c'est évident. C'est de la provocation à ce moment-là. La police urbaine à l'époque, c'était des matraqueurs. C'était des gendarmes à l'époque, bon, ce qu'on appelle les gars de caca, bleu pâle, bleu foncé. Il y avait des matraques en bois. Donc quand ça arrivait, ça cognait. Et quand ça cognait, c'était la riposte immédiate. Bon, ça dégénérait. On n'imagine pas la ville dans sa totalité en situation de désordre. Impossibilité de sortir, couvre-feu, balles perdues. Et on me dit, va le voir, là, c'était en dessous à l'hôpital civil à l'époque. Et en effet, on le trouve là comme une bête sur une table de chirurgie. Il avait 3 balles.
Marny est opéré à l'hôpital Clarac de Fort-de-France. Les médecins réussissent à temps à extraire les balles qui lui ont perforé l'abdomen et lui sauvent la vie. Dehors, les émeutes retentissent tous les jours avec de plus en plus de violence. Cette mobilisation qui a éclaté autour de l'arrestation de la Panthère Noire inquiète les autorités. Le général de Gaulle envoie ses forces spéciales sur le terrain. La Panthère Noire devient gênante. Un jour, nous avons appris par la presse, le lendemain, que notre client s'était envolé. C'est la raison pour laquelle ça s'est passé dans la nuit et on ne l'a su qu'après. Justement afin d'éviter qu'il n'y ait des mouvements de protestation en sa faveur. Les autorités judiciaires craignaient qu'un procès sur place ne dégénère à nouveau en émeute. Alors on l'a fait partir sans nous prévenir d'ailleurs. C'était inadmissible, même si c'était parfaitement légal. Ce qui était inadmissible, c'est que ça soit légal. En 1969, après 4 années d'incarcération, Pierre-Juste Marny va être jugé par le Grand Tribunal de Paris pour le meurtre de Patrick Badian, un bébé de 2 ans, Monsieur Malidor et Monsieur Sylvestre. Ses avocats martiniquais n'ont pas pu le suivre. Accompagné d'un avocat commis d'office, Pierre-Juste Marny entre dans le tribunal arborant une chemise brodée sur laquelle on peut lire en grosses lettres « La Panthère Noire ». Face à autant d'insolence, le juge l'expulse du tribunal. Le procès se passera sans lui. Comme en filigrane, il y avait une question politique qui faisait que si Marny avait été condamné à la peine de mort, on le graciait parce que cette mort aurait transformé la Martinique en champ de bataille. Au moment de prendre la décision, on a un tableau des peines. Et puis si le gars a fait quelque chose qui est tellement inexpiable qu'il n'y ait pas de circonstances atténuantes, rien, le crime est grave, bon, on lui met perpétuité. Parce qu'il faut donner des signaux sociaux. On ne comprenait pas qu'il ait pu avoir une telle sanction, quoi. Perpétuité, c'était lourd parce que c'était un garçon de 22 ans à l'époque, 22-23 ans. Finir sa vie derrière les barreaux, ça pouvait paraître énorme. 47 longues années, le temps d'une vie. La Panthère Noire va payer pour ses crimes. Au début des années 70, après une violente altercation avec l'un de ses gardiens, la Panthère Noire est classée comme individu dangereux et transférée en hôpital psychiatrique à Sarreguemines, dans l'est de la France. Des proches qui lui rendent visite racontent l'enfer qu'il va vivre là-bas. Des années de mitard, des années où la Panthère Noire est mise au fer, à des milliers de kilomètres de son île. Marny est ensuite transféré dans la cellule d'un autre établissement psychiatrique, à Montfavet, dans le sud de la France. 40 années se sont déjà écoulées. La Panthère Noire a vieilli et ses demandes de libération conditionnelle sont toutes restées sans suite. Au début de l'année 2008, Pierre-Juste Marny obtient enfin une réponse, une nouvelle extraordinaire qui, pour lui, ressemblera à un premier pas vers la liberté. Pierre-Juste Marny est donc de retour depuis cet après-midi, en milieu d'après-midi, à Fort-de-France. Il sera incarcéré en milieu psychiatrique. Voici le reportage de Franck Zozor et de William Zebina. Il est 15h40, le transatlantique d'Air France vient de se poser. Les gendarmes sécurisent rapidement les lieux, puis les agents du centre pénitentiaire et les gendarmes montent à bord. Une fois l'avion vidé de ses passagers, Pierre-Juste Marny, alias la Panthère Noire, descend de la passerelle, vêtu d'un costume noir et d'une chemise blanche. Il a 65 ans, il souffre de troubles visuels, il avance difficilement guidé par un policier. Un peu plus tard, c'est dans cette ambulance qu'il sera transféré à la prison de Ducos. Les autorités judiciaires l'avaient fait partir en 1966 en catimini pour éviter toute émeute. Son retour aurait dû s'effectuer dans les mêmes conditions. Son retour sur le tarmac de l'aéroport, c'était un événement, quoi. Tout le monde voulait, enfin beaucoup de gens voulaient être à l'aéroport dans l'espoir de pouvoir l'apercevoir. Ils disaient qu'il ne voyait plus, qu'il était amaigri. Et on voit sortir de l'avion un vieillard, un monsieur plutôt en surpoids, qui a du mal à marcher, avec 3-4 policiers pour l'aider à descendre. J'étais un peu inquiet parce que je l'avais vu descendre de l'avion d'une façon très négative pour lui. Sa bedaine était en avant, il descendait
Et puis j'arrive là, je vais le voir en prison, je me trouve devant un bel homme, un grand vieillard, mais un vieillard de revue, impeccable, coiffure caraïbe. Ce jour-là, il s'était habillé en blanc. Quand j'arrive au centre pénitentiaire, évidemment, jeune avocate, je me demande qu'est-ce que je vais trouver. Et c'est là que je découvre un homme d'une tristesse, mais terrible. Il avait déjà passé 47 ans derrière les barreaux. En arrivant sur son île, Pierre-Juste Marny pensait qu'il allait enfin être libéré, mais il séjournera alternativement entre la nouvelle prison de la Martinique et l'hôpital psychiatrique de Fort-de-France. Pour obtenir sa libération, on ne lui propose qu'une seule solution. Retourner en France pour passer devant le Centre national d'observation à Paris. Là-bas, une commission déciderait alors si, oui ou non, il a le devoir de vivre dehors ou enfermé. Et puis, un beau jour de l'année 2010, une petite lueur d'espoir s'est allumée, une lumière fragile qui laisse entrevoir l'irréel dans toute sa beauté. Pierre-Juste Marny, libéré aujourd'hui, mais libéré pour 6 heures seulement. Le plus vieux prisonnier de France s'est rendu sous forte escorte policière au Vauclin, où il a pu voir sa famille et ses amis avant de retourner en prison. C'était la première fois qu'il sortait depuis qu'il est entré en détention. Il est entré en détention en 1965. Il a été condamné en 1969. C'était la première fois qu'il sortait du centre pénitentiaire. La première fois, première sortie. C'est un moment fort, c'est pathétique, c'est d'une tristesse. Parce qu'il découvre les choses les plus simples, les choses que vous connaissez et que vous ne voyez même plus. Lui, il les découvre avec des yeux d'enfant alors qu'il est âgé de 67 ans. Je crois que même l'escorte ne pouvait pas retenir ses larmes. C'est pas beaucoup. En l'espace d'une heure et demie encore, il faut que je reste en prison. Alors, c'est pas beaucoup. Mais je vous dis, je suis très content quand même d'aller à la mer et de voir mes amis. Parce que mes amis sont assez fidèles à moi. Depuis l'enfance, on se connaît. Et ils sont assez fidèles à moi. Alors, je suis très fier, très content. Et, je n'ai aucune haine contre personne. Hein. Je ne réagis pas aucune violence, mais c'est comme ça. Marny évoquera aussi son incarcération, ses années en quartier de haute sécurité, ses années dans un hôpital psychiatrique et explique aujourd'hui qu'il refuse de repartir dans l'Hexagone, qu'il ne passera pas devant une commission nationale qui doit décider de sa libération définitive. En France ou ici, là, on est enfermé. C'est une porte et une clé. C'est tout. Je ne retourne plus en France. J'ai passé 44 ans, monsieur, en France. En captivité d'esclavage, je sais ce que j'ai subi, j'ai été traité comme un chien, je ne retourne plus en France. Même pas pour une minute, ni même pas pour une seconde. Je ne veux plus entendre parler. Ses amis, sa famille, son entourage espèrent que cette journée le fera changer d'avis. M. Marny maintient son opposition, mais après une si belle journée, nous espérons que la vie changera. À 16 h, il rejoignait la prison de Ducos. Incarcéré en 1964, il est aujourd'hui le plus vieux prisonnier de France et peut-être même d'Europe, selon ses amis. Pierre-Juste Marny, pour lui, perpétuité rime avec éternité. C'est difficile, c'est à peine concevable. On est dans un pays de droit, on est dans une démocratie. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Je ne perçois pas la perpétuité autrement qu'on la perçoit en France, c'est-à-dire que ça n'existe pas en réalité. Et le système pénitentiaire lui-même ne souhaite pas que ça existe, dans la mesure où ça lui crée des gens qui sont ingérables. Ingérables. Comment voulez-vous gérer quelqu'un qui sait qu'il ne sortira jamais de l'endroit où il est? C'est ingérable. On aurait pu le libérer car il ne représente plus aucun danger pour personne. Or, semble-t-il,
l'argument que l'on donne pour le garder en prison? Il s'agit d'une matière éminemment humaine qui concerne un être humain. Ce qui caractérise un être humain, c'est son imprévisibilité. Et lorsque c'est un être humain qui a le passif social de Marny, cette imprévisibilité est encore plus grande. Quand vous libérez un homme après un demi-siècle, il a perdu tous ses repères. C'est simplement une notion de liberté qu'il a. Bon, mais en fait, il est en prison toujours. Il ne sortira jamais de prison, Marny. Les gens disent, bon, s'il n'y a pas la peine de mort, qu'au moins la perpétuité soit une vraie perpétuité. Mais ça se rend compte que c'est une autre peine de mort, d'une certaine façon. Il faut prendre la dimension de ce criminel, parce qu'il y a d'autres criminels qui sont libérés, hein, les Ménigons, vraiment des gens qui ont fait des attentats, des choses vraiment graves, qui ont tué eux aussi. Ils sont en liberté conditionnelle, donc je crois qu'on devrait le libérer. M. Marny n'a pas beaucoup de chance, puisqu'entre-temps, la loi a changé. Et que dit cette loi? Cette loi dit que toute personne condamnée à perpétuité, avant de statuer sur sa demande, avant même l'étude de son dossier, doit être passée dans un centre d'évaluation pour étudier s'il est dangereux sa situation. Il est possible que ce prisonnier, aux yeux des uns et des autres, représente toujours une menace. Dans la mesure où il refuse de se rendre à nouveau devant cette commission pour qu'elle constate son mieux-être, il peut être difficile à l'État de le libérer. Si on libère Marny, il ne fera rien du tout. Il ne fera rien du tout. Marny, si on le libère d'abord, je me demande si le libérer, peut-être, il faut l'encadrer. Pour un homme qui a passé 47 ans dans un espace réduit, le libérer, bon, ça ne correspond à rien du tout. Cette commission, je crois, a libéré énormément de gens, voire quasiment tous les gens dans cette situation, au risque, comme certains pédophiles ou d'autres, qu'ils récidivent. J'aimerais pas être à la place des psychologues et psychiatres qui vont statuer, parce qu'à eux, on va demander une décision précise que, dans le fond, ils ne peuvent pas donner. Allez lui expliquer qu'il n'y aura pas d'exception pour lui. Allez lui expliquer qu'en réalité, il ne trouvera aucun juge qui acceptera, aucun juge ne prendra ce risque. Il a montré au monde entier qu'il était un courageux. Quand vous sortez de l'adolescence et que vous arrivez à l'âge de 21 ans, 22 ans, et que vous vous retrouvez dans un guêpier comme celui-là, vous n'avez pas vécu. Donc, quand on a soif de vivre, on attend forcément ce jour où vous allez recouvrir la liberté et que vous allez pouvoir faire les choses dont vous aviez rêvé, parce qu'il a, comme tous les jeunes de l'époque, il avait certainement des rêves. Et puis il a eu le temps de cogiter pendant toutes ces années. Alors on se dit, un gars comme ça, muni de qualités positives, ça aurait été... Moi, ça m'a fait de la peine. Ça me fait de la peine chaque fois. Surtout qu'en plus, il me témoigne des sentiments qui sont des sentiments humains. Oui. C'est un homme de chair et de sang. Il a commis sa faute, il a largement payé. Je pense qu'un jour, il sera libéré et j'aimerais bien le revoir. Voilà. Je suis très honnête là-dessus. Je lui ai déjà pardonné. Comme disait le Christ, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense qu'il n'a pas su l'importance de ce qu'il a fait. Il a vu noir ce jour-là. Et j'ai de la peine pour lui parce que j'ai pris un coup dans ma vie, dans ma jeunesse avec cette histoire, mais lui, il a gâché la tienne. Et je prie tous les jours, je prie pour lui, je pense à lui. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, oui, je vais pardonner. Mais je ne sais pas, je n'étais pas là. 45 ans. 45 ans quand mon mari est mort. Hein? Alors, moi-même, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire dans ça.
Ce dimanche 7 août 2011 restera à jamais un jour de deuil en Martinique. Ce matin-là, au centre pénitentiaire de Ducos, Pierre Juste Marny a probablement réussi à faire la plus surprenante évasion qui soit.